Évidemment, l'hélicoptère n'est pas un colibri, et réciproquement. Et pourtant, à y regarder de plus près, qu'il s'agisse du vol sur place ou du décollage vertical, ils utilisent les mêmes techniques. Une réalité aujourd'hui quotidienne, mais qui a longtemps suscité dans la littérature un certain nombre de fantasmes liés à la conquête de l'espace. Bref, la liaison Terre-ailleurs a été du XVIe au XVIIIe siècle un des thèmes favoris de ce que nous appellerions la littérature de science-fiction. Cela dit, dès le XVe siècle, avec Léonard de Vinci, c'est déjà de la science, puisqu'il étudie très sérieusement les possibilités de propulsion aérienne et dessine ou fabrique même des prototypes à ailes battantes articulées. C'est d'ailleurs lui qui inventera le mot hélice, à partir du grec hélix qui signifie spirale. Mais pour qu'une hélice vole, il lui fallait des ailes, ptéron en grec. Et c'est ainsi que naîtra 200 ans plus tard l'hélicoptère. En fait, le principe du vol vertical ou stationnaire se perd dans l'histoire de la Chine, avec un jouet connu sous le nom de libellule de bambou. Et il faut attendre Sir George Cayley et la fin du XVIIIe siècle pour voir apparaître une sorte de toupie sophistiquée, élaborée à partir des travaux menés par deux Français, Lannoy et Bienvenu, juste avant la Révolution. En réalité, la découverte est de taille. Désormais, les hommes ont compris que si les pales d'une aile sont mises à plat, elles tournent simplement en rond, à l'horizontale. Mais si elles sont posées de manière à former un angle, alors elles produisent une force ascensionnelle. De là à vouloir soulever un homme, il n'y avait évidemment qu'un pas que franchit le même George Cayley avec la voiture aérienne, abondamment copiée tout au long du XIXe siècle. Manquait pourtant à tous un élément essentiel, le moteur. Un moteur qui fut à la fois puissant et léger. Pendant ce temps-là, les frères Wright travaillaient sur des avions à aile fixe. Et en 1903, pour la première fois, ils s'envolaient pour un peu plus d'une demi-heure, sur une distance de 39 km, grâce à l'utilisation d'un moteur à pétrole. Du coup, les appareils à ailes tournantes passaient au second plan, ce qui n'empêcha pas Charles-Louis Breguet de s'entêter, de construire son gyroplane et de le faire décoller en 1907 de 60 cm. Un peu plus tard, c'est Paul Cornu qui s'élevait d'1,50 m pendant plusieurs minutes. Pour la première fois, un homme venait de décoller verticalement dans un appareil autonome. L'aile mobile avait donc toujours des partisans qui s'obstinèrent pendant les 30 premières années du siècle, avec un certain mérite d'ailleurs devant l'instabilité chronique de ces drôles de machines. En fait, pour maintenir en équilibre un hélicoptère, il faut soit un rotor de queue, soit combiner deux rotors horizontaux tournant en sens inverse. Plus complexe encore, pour résoudre les problèmes de sustentation qui apparaissent lorsque la machine se déplace, il faut monter les pales sur des charnières, afin qu'elles puissent battre, accélérer ou ralentir. Autre avantage, cette flexibilité permet de maintenir les pales en utilisant uniquement la force centrifuge et d'éviter à l'ensemble de la structure des contraintes trop fortes. Cet appareil, qui n'est pas encore un hélicoptère mais un autogire, le C-19, employait ce principe de pale battante et c'est avec lui que son inventeur Jean de la Cierva
traversa le premier la Manche en 1928, avant d'entreprendre une tournée de 5000 km à travers l'Europe. Et 2 ans plus tard, en 1930, c'est Daciano qui établit le premier record du monde en hélicoptère avec un vol de 8 minutes 45 sur 1000 mètres, une vitesse de 25 km/h. Mais Louis Breguet, qui n'avait pas cessé de travailler, revient au premier plan en 1936 avec un nouvel appareil, équipé d'une commande cyclique de pales. Résultat, 63 minutes à une altitude de 130 mètres, durant 45 km, vitesse 99 km/h. 1938, en Allemagne, Heinrich Focke présente son FA-61 au Sportstadium de Berlin, aux commandes Anna Reich, qui vient de pulvériser le record d'altitude avec 2400 mètres. Enfin, en 1940, aux États-Unis, Igor Sikorsky fait entrer l'hélicoptère dans la légende. Avec lui, il devient un engin de vol très fiable. Un engin enfin capable de rivaliser avec le colibri. En fait, il atteint une technologie sophistiquée qu'il maîtrise parfaitement. Regardez ces images au ralenti. La pale la plus éloignée de la caméra diminue son angle d'attaque et s'abaisse. La pale en retrait, la plus proche de la caméra, augmente son angle d'attaque et s'élève. En même temps, le rotor bascule vers l'avant et l'appareil peut accélérer. Tout devient simple. Virer à droite, manche inclinée à droite. C'est la pale droite qui descend. L'engin obéit. Mais maintenant que l'hélicoptère volait, il fallait bien l'utiliser. C'est le Bristol 171, avec ses 3 passagers, en plus du pilote, qui donnera le ton. Puis viendra le Air Horse. Le Air Horse, le cheval volant moins effilé que le Bristol, mais équipé d'un moteur beaucoup plus puissant. Avec ses 3 rotors, il enlève un poids total supérieur à 8 tonnes. Désormais, l'hélicoptère se met à concurrencer l'avion, mais aussi la voiture particulière, avec ce premier petit modèle privé à 2 places. Toujours plus, c'est le slogan de la technologie. Le Girondin place la barre des records de vitesse très haut en atteignant 200 km/h. Nouvelle prouesse des concepteurs. Pour neutraliser les réactions du rotor principal et maîtriser l'appareil, c'est une hélice qui remplace le rotor de queue. Le Fokker Angelis, lui, dont la conception date des années 35, a été perfectionné. Il pourra transporter 6 personnes. Regardez bien cet hélicoptère français. Il est expérimental. Son rotor est entraîné par de petits moteurs
à réaction fixé aux extrémités des pales, alimenté en air comprimé par un moteur placé dans le fuselage. Avantage, on n'a plus besoin du rotor de queue pour équilibrer l'appareil. Une voie de recherche qu'on explore aussi aux États-Unis avec cet autre appareil expérimental, un petit monoplace Little Henry. Enfin, c'est dans les années 50, avec les premiers vols aux instruments de jour comme de nuit, que les hélicoptères sans tapage, mais avec efficacité, prirent leur véritable essor. Ici en Grande-Bretagne par exemple, avec le transport de sacs postaux sur petites et moyennes distances. En fait, aujourd'hui, l'hélicoptère a gagné son pari. Il a pris sa place dans nos moyens de transport usuels. Bien plus, on sait déjà que demain, il pourrait concurrencer directement l'automobile individuelle. La preuve en tout cas qu'on peut aussi avoir raison très tôt.